pour les analyses de ce jour, j'ai à mes côtés Oumar Adéandjo. Bonjour Oumar. Bonjour Carole et bonjour à tous les téléspectateurs auditeurs de Diaspora FM également qui nous suivent. C'est un réel plaisir d'être à vos côtés. Ça fait un bon moment que je n'ai pas été à vos côtés. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. C'est certainement que Marc va nous rejoindre. Tout à l'heure, c'est ce que j'allais dire. C'est pour ça que je regardais, je jetais un coup d'œil à sa place. On va lui souhaiter une bonne traversée pour qu'il y ait de la contradiction. Tout à fait, sur ce plateau. Alors, nous allons démarrer avec le tout premier sujet. Il s'agira des propos du chef de l'État, j'allais dire, fichier électoral, tout n'est pas parfait. Non, je ne pense pas que ce soit le chef de l'État. Pas le chef de l'État, mais plutôt le fichier électoral. Tout n'est pas parfait. Il s'agit plus précisément des conclusions, des premières conclusions relevant de l'audit du fichier électoral, un audit opéré par des experts internationaux. Oui, effectivement, le mardi dernier, les experts internationaux sont passés donc, devant la presse. Ils ont reçu donc, les personnes concernées par donc, ce processus-là. Ils ont tout d'abord parlé d'un fichier qui est plutôt assez bien, fiable, qui inspire confiance parce qu'il est tout simplement dynamique aussi. Et c'est certainement le fait aussi qu'il est dynamique qui fait peut-être qu'il n'est pas parfait. Parce que quand quelque chose est dynamique, ça veut dire qu'il est en perpétuel, et comment on appelle, comment est-ce qu'on appelle ça déjà? Modification. Voilà, on ne va pas dire modification, en perpétuelle actualisation. À chaque fois, il y a de nouvelles personnes qui viennent, à chaque fois, il y a des petits réajustements. L'ANIP même a lancé il n'y a pas très longtemps, et les experts l'ont salué également. L'ANIP, c'est-à-dire, je crois, le représentant des experts qui a parlé, je crois c'est Ronsa Malouda Ngembi, quelque chose comme ça. Voilà, il a salué le fait que l'ANIP met pas mal de dispositifs en place pour permettre aux populations de pouvoir continuer, non seulement à s'inscrire, mais de pouvoir également, si possible, changer leur bureau de vote. Vous savez, c'est pas parce qu'il y a élection qu'on ne va pas déménager si on doit déménager, par exemple. Donc, l'ANIP fait tout ce travail-là. Donc, ça rend finalement le fichier, comment on appelle, dynamique. Donc, à chaque fois, il va devoir être actualisé. À chaque fois, il va donc devoir être revu par les experts pour pouvoir donc poursuivre leur travail. Mais toujours est-il qu'il y a des insuffisances. Est-ce que ces insuffisances dénoteraient ou favoriseraient des fraudes électorales? Non, je ne pense pas. Au dire en tout cas des experts, je ne pense pas. Et eux-mêmes reconnaissent qu'il y a du travail à faire. Donc, ils n'ont pas encore fini le travail. Et l'ANIP également n'a pas fini son travail. Et c'est lorsque ce travail-là sera fini qu'on pourra dire « Ah, voilà, il y a des failles ». Non, mais jusque-là, les experts sont plutôt, on va dire, positifs par rapport à tout ceci. Ils estiment que c'est fiable. Ça, je l'ai bien entendu. C'est fiable, c'est crédible. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau. Et comme on sait que le fichier électoral peut être la source de crise, peut être chrysogène si jamais on n'y prend pas garde, c'est déjà une bonne note également pour le processus électoral. Et Jean-Baptiste Elias lui-même, le président du COPIL, est monté juste après, le monsieur, il est monté au créneau également, il s'est exprimé sur les conclusions qu'il a reçues et qu'il est prêt donc à marcher donc dans la dynamique pour l'application, on va dire finalement, de tout ce qui va ressortir donc comme conclusion du travail des experts. Moi, je pense qu'on est sur une très bonne dynamique. Et puis n'oubliez pas, même on a demandé même aux Béninois de l'extérieur, je crois que c'est inédit, les Béninois de l'extérieur, c'est tellement qu'ils votent pour les élections passées, c'est tellement qu'il y a eu donc comment on appelle, les votes ont été organisés à l'extérieur également dans ces ambassades-là. Mais aujourd'hui, on leur demande même de se faire enrôler dans le système de l'ANIP, de se faire enrôler, d'avoir leur numéro d'identification personnelle. Je vois que vous saluez du coin de l'œil l'entrée de Marc Boudiano sur ce plateau. C'était un réel plaisir de la voir. Voilà. Mais moi, non, très sincèrement, je pense que ce n'est pas parfait. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Mais ce qui est important, ce qu'il faut absolument retenir ici, c'est que ces experts-là, qui sont plutôt des personnes, on va dire, neutres, reconnaissent au moins que ce fichier-là reste quelque chose de fiable et qu'ils saluent en plus le fait que c'est un fichier qui est dynamique. C'est-à-dire personne... On n'est pas dans l'optique de laisser ceux qui n'ont pas pu s'enrôler, on va les laisser comme ça en rade. Non, on n'est pas dans cette optique-là. On est toujours dans l'optique de parfaire le fichier. Et ça, ils l'ont salué. Et donc, dès cet instant, je pense qu'on peut partir sereinement, en tout cas, ne serait-ce que pour
pour ceux qui pensent que ce fichier-là peut être le moyen pour peut-être l'un ou l'autre camp de vouloir donc faire des manigances ou bien opérer des pratiques qui ne seront pas très catholiques, on va dire, ne serait-ce que pour ceux-là, ils peuvent être rassurés aujourd'hui, puisque c'est des neutres, c'est des experts internationaux, ils ne sont même pas béninois, ils expriment donc tout ceci. Je pense que c'est quelque chose de salutaire. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. L'ANIP donc doit faire son travail pour régler tout ce qu'il y a, tout ce que peut-être les experts internationaux vont relever comme inconvénient ou comme souci au niveau du fichier, pour pouvoir donc avoir, je ne vais pas dire parfait, un fichier qui soit vraiment acceptable, qui soit consensuel, donc que tout le monde adhère donc à ce fichier, accepte ce fichier-là comme un acte, un produit plutôt fiable, crédible, qui ne va pas donc poser des soucis entre les parties. Bonjour Marc Koudjanou. Oui, bonjour Carole, bonjour Omar. Oui. Bienvenue. Vous me semblez fatigué. Oui, oui, c'est vrai que... mais quand même, je suis là. Je n'ose pas vous demander les raisons de votre retard sur ce plateau. Opinez très rapidement sur le premier sujet. On parle du fichier électoral. Tout n'est pas parfait selon les experts internationaux. Oui, il faut remarquer que d'abord, qu'est-ce qui a suscité en réalité l'audit du fichier électoral? Ce sont les inquiétudes des acteurs politiques qui ont amené à ce qu'on puisse demander et qu'on audite ce fichier. Et donc, c'est sûr que après ce travail des experts, ils ont quand même pu constater un certain nombre de choses, ils ont pu faire des recommandations. C'est à supposer que quand même un travail avait été déjà fait par rapport à ce fichier et les experts l'ont reconnu d'ailleurs pour dire qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait, il y a beaucoup de choses qui ont été prises en compte dans ce fichier électoral. Et donc, il faille quand même corriger un certain nombre de choses qu'ils ont remarquées qui ne vont pas totalement, en tout cas, conforter la position des acteurs politiques liés quand même aux élections qu'on a. Parce que qu'est-ce qui suscite en réalité toute cette question ou toute cette attention autour du fichier électoral? C'est parce que on n'a pas seulement une seule élection, on a plusieurs élections qui viennent. Et donc, il y a plusieurs acteurs, que ce soit de la mouvance et également que de l'opposition, qui sont totalement concernés par ce fichier-là. Et il y a un certain nombre de recommandations qui sont très importantes lorsque vous prenez par exemple les autres élections, puisque les élections ne se déroulent pas toutes à la même date. Et donc, ce sont à des dates différentes. Ça veut dire que lorsqu'on met à disposition ce fichier électoral, en tenant compte de ceux qui ont déjà, par exemple, 18 ans à cette date, c'est-à-dire même si en janvier, déjà avec les élections législatives, ça veut dire que déjà en avril, par exemple, il y a certains qui n'auront pas 18 ans déjà en janvier, mais qui auront déjà 18 ans en avril. Et donc, parmi les recommandations de ces experts, il s'agit quand même de pouvoir actualiser cette liste à chacune des élections qu'on aura eu à faire, et non à mettre déjà ce fichier à la disposition, par exemple, de la Sénat, et que c'est uniquement ce fichier qui va nous conduire à faire toutes ces élections-là. Et donc, c'est un travail qui a été fait à ce niveau et qui permet de pouvoir maintenant, en ce qui concerne également les inquiétudes des uns et des autres, liées au fait que il y a des doublures au niveau des listes électorales. Par exemple, il y a peut-être des personnes qui ne vivent plus, qui font partie de ce fichier électoral. Le coin de voile a été levé parce qu'on sait déjà que c'est un outil technique. De prime abord, c'est un outil technique. Et lorsqu'on parle d'outils techniques, il y a un certain nombre de dispositions, un certain nombre d'outils entrant en ligne dans la technologie qui permet quand même de pouvoir neutraliser un certain nombre de problèmes liés par exemple à la doublure des noms, liés par exemple à ceux qui n'existent pas. Vous n'oubliez pas, hein, c'est vrai que lorsqu'on parle de technologie, il n'y a pas de fiabilité 100%. Mais néanmoins, au niveau des doublures, les experts ont évoqué déjà que ce problème est résolu, par exemple, où on n'assistera pas, par exemple, à de doubles inscriptions. Puisque déjà, remarquez que le fichier électoral sera issu du travail, c'est-à-dire du travail au niveau de l'identification des individus, par exemple,
au niveau des citoyens. Et donc, déjà, un premier travail a été déjà fait. Et donc, c'est à partir de ce travail que ce fichier va naître. Donc, ça veut dire qu'à partir de l'état civil, justement, c'est le mot que je cherchais, à partir de l'état civil déjà, il y a un certain nombre de problèmes qui sont réglés. Lorsque votre parent décède aujourd'hui, par exemple, il faille prendre part quelques canevas liés au chef au sécu, par exemple, prendre par la mairie et aboutir par l'ANIP pour avoir le certificat de décès. Et donc, déjà, au niveau du service de l'ANIP, de façon technique, ce problème est déjà levé, déjà, où on ne retrouvera plus. On sait déjà que, au niveau des dispositifs qui sont faits, on sait déjà que, normalement, cette personne est déjà décédée, et donc, on va pouvoir l'épurer de façon automatique, par exemple, au niveau du service technique. Et donc, mais néanmoins, l'autre inquiétude qu'il faille quand même faire attention par rapport à ça, et que moi je voudrais quand même soulever, c'est que tous les Béninois ne sont pas habilités ou bien n'ont pas cette culture d'aller faire la déclaration de décès. Et donc il se peut qu'il y ait des gens qui soient déjà décédés, mais qui figurent encore au niveau de l'état civil du Bénin, et donc on pourrait reconduire par exemple au niveau de cette liste électorale. Et donc il va falloir encore un travail de fond qui se fera, et une sensibilisation également au niveau des citoyens pour leur montrer en tout cas la valeur de l'état civil et toutes les dispositions qu'il faut prendre en réalité pour pouvoir quand même régler un certain nombre de problèmes. L'autre chose qu'on ne sait pas encore, c'est qu'on n'a pas de façon détaillée, de façon exhaustive par exemple, les résolutions, par exemple, issues de ce travail-là. Tout ce qu'on a, c'est de façon sommaire. Et donc, on espère que puisque ces résolutions, de façon détaillée, n'ont été livrées seulement qu'à l'interne. Mais pour nous, citoyens, nous, professionnels des médias, on n'a pas encore. On n'a pas encore, et donc sûrement que dans les jours à venir, ils vont pouvoir quand même nous donner de façon plus détaillée ces quelques inquiétudes qui se trouvent à ce niveau-là, quitte à rassurer tous les acteurs politiques à divers niveaux pour qu'ils sachent qu'en réalité que c'est un outil qui n'est pas totalement politique, mais un outil technique qui va nous permettre à tous, que tu sois de n'importe quel bord politique, de pouvoir quand même utiliser cela pour pouvoir quand même participer aux élections. Alors, Oumar Adéanjou, j'ai envie de dire, face à toutes ces réformes, ne viennent-elles pas remettre en cause la légitimité des précédentes élections? Non. Chaque chose se passe à son époque. Vous savez, quand vous êtes là, vous vivez selon votre époque, vous vivez selon ce que vous avez comme réalité aujourd'hui. Mais nos enfants, par exemple, ils auront d'autres réalités. Moi, par exemple, je me souviens, quand j'avais 5-6 ans, il y avait des personnes qui étaient formées rien que pour la dactylographie. Et je m'en souviens jusqu'à aujourd'hui, quand on rentrait dans l'administration, le premier son qu'on entendait, c'est clac, 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 clac. Donc, aujourd'hui, quand tu rentres aujourd'hui, il n'y a plus tout ça. Parce que chacun est derrière son ordinateur, devant une baie vitrée, à peine tu demandes, on te sort le truc avec un clic, et puis voilà, on te sort ton papier, ainsi de suite. Donc moi, je pense que chaque époque avait sa réalité. Ce qui est passé est déjà passé. On ne va pas remettre en cause tout ce qu'on a organisé comme élection. Ce qui est important ici, c'est que c'est améliorer les choses, aller de l'avant, éviter les erreurs que nous avons commises par le passé. Et rester positif aussi, parce que quand j'entends Marc, je me dis, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de soucis, mais restons plus ou moins positifs. Pourquoi je dis ça? Par exemple, celui qui est décédé, c'est fort possible, hein. Au Bénin, tout est, enfin, c'est pas seulement au Bénin, partout en Afrique, c'est fort possible. Des gens sont capables de vouloir tripatouiller, faire voter des morts, par exemple. Mais chez nous, on sait qu'on ne rentre pas dans un bureau de vote comme ça et aller voter directement. On vérifie tout de même votre identité un tout petit peu quand même. Voilà. Donc, il y a des petites choses aussi qui sont... Par contre, quand il parle des 18 ans, ça pose un petit problème. Moi, je ne fais même pas référence au parti politique. Je fais référence au citoyen qui a 18 ans et qui veut exprimer son droit, qui veut aller voter, qui veut choisir donc son élu. À celui-là, au moins, on doit pouvoir accorder cette chance-là. On est tous passés par là. Moi, je me souviens de mon premier vote. Voilà. Donc, ceux-là aussi, il faut leur accorder leur chance dès que le moment arrive. J'espère qu'on prendra des dispositions pour savoir qui sont tous ceux qui, sur le fichier, aux prochaines élections, c'est-à-dire entre deux élections, auront 18 ans. Pour qu'on puisse immédiatement, sans que l'ANIP ne soit obligé de faire un travail extraordinaire après tout ça, que les auditeurs eux-mêmes apprêtent déjà ce fichier-là. Je pense que ça aussi c'est faisable et je pense qu'ils vont y penser. Donc, allons-y, aucune œuvre humaine
n'est parfaite. Il y aura toujours des critiques par rapport à ça, mais au fur et à mesure, on va améliorer. Et puis par rapport aux conclusions, ils l'ont dit eux-mêmes, ce sont les principales, les premières conclusions. C'est pas encore le travail final. Il y aura un rapport final qui sera fait après. Il y aura donc l'affichage même des listes, voilà, et chacun pourra aller consulter. Et même, je crois même déjà, tout de suite, là, on peut déjà consulter, on peut déjà aller sur donc, la plateforme de la NIP et changer même son bureau de vote. Voilà. Donc, il y a du travail qui est en train d'être fait. Attendons de voir jusqu'au bout. Déjà que le fait qu'on ne le faisait pas avant, c'était chrysogène, c'était, on va dire, une pompe de discorde entre les différentes obédiences politiques. Mais pendant qu'on est en train de le faire au moins, restons plus ou moins positifs. Attendons de voir ce que ça va donner. Pensez-vous, c'est un outil technique. Pensez-vous que toutes ces anomalies ou insuffisances entre griffes, je dirais, pourraient être prises en compte? Et dans le cas où elles ne seraient pas prises en compte, quels pourraient être les impacts? Ne pas les prendre en compte serait préjudicieux comment on appelle, à tout ce qu'on a voulu mettre en place, à tout ce qu'on a voulu régler comme problème, au résultat final que nous voulons avoir. C'est là où c'est dangereux. Mais ne pas les prendre en compte, c'est extrêmement grave. C'est même fait preuve de, comment on appelle, d'incurie de la part donc, de ces auditeurs en qui nous avons eu confiance. Donc, à partir de cet instant, il faut pouvoir les prendre en compte. Et là, j'attire forcément l'attention des auditeurs eux-mêmes, pouvoir les relever et remonter donc, ces situations-là à l'ANIP, afin que l'ANIP également puisse faire son travail. Je pense qu'on doit pouvoir les prendre en compte. Maintenant, de l'autre côté, une chose est sûre, il y aura toujours des petites choses qui vont manquer. Vous avez dit que c'est un outil technique, c'est un travail informatique, c'est une machine qui travaille aussi. Donc, il peut avoir des petits soucis. Mais sur ce point-là, au moins, il y a quelque chose qui est sûr. La machine travaille mieux que l'homme sur ce point-là. Ne serait-ce que lister, connaître le nombre, tout ça, ce calcul-là est beaucoup plus rapide chez la machine que chez l'individu. Donc, c'est à nous maintenant, humains, de mettre aussi nos capacités humaines dedans pour pouvoir donc améliorer ce fichier-là, pour ne pas qu'il soit la source de crise, la source de dispute sur le plan donc électoral. C'est-à-dire les partis politiques vont commencer à dire non, c'est parce qu'il n'y a pas eu ici, c'est pas non. On pourra régler un certain nombre de problèmes, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse régler tout de manière parfaite. Non, je ne pense pas que ce soit possible. Même dans les pays qui ont commencé ce système-là bien avant nous, je ne pense pas que tout soit parfait. Il y a toujours un individu quelque part, qui va dire, voilà, moi, je n'ai pas pu ici, moi, je n'ai pas vu mon nom à tel endroit. Je crois que c'est des problèmes qu'on doit pouvoir régler à la longue aussi. Mais l'essentiel est que restons positifs, accordons du crédit quand même au travail que les experts sont en train de faire, au travail que le comité de pilotage de l'audit du fichier électoral est en train de faire, afin que finalement on ait donc cette conclusion-là, ce rapport final-là. Marc Goudjano. Oui, bon, moi je voudrais quand même souligner un certain nombre de choses qui sont très importantes. D'abord, c'est au niveau des acteurs politiques. Lorsqu'il s'agissait de pouvoir faire cet audit, ce n'est pas tous les acteurs politiques qui étaient unanimes sur la question. Il y en a qui ne jugeaient pas forcément utile le fait de pouvoir auditer ce fichier-là, croyant que tout le travail qui a été fait était déjà assez parfait et qu'il ne s'agissait pas de pouvoir le faire. Imaginez un instant si éventuellement le cadre de concertation de l'opposition n'avait pas tapé, en tout cas n'avait pas sollicité à maintes reprises, en tout cas l'aval du chef de l'État pour pouvoir auditer cette liste. Et que le chef de l'État n'avait pas donné son quitus en son temps. Ça ne nous permettrait pas aujourd'hui de relever toutes ces insuffisances qu'on a et que les experts ont pu relever. Ça veut dire qu'en réalité, les acteurs politiques qui sont également de la mouvance présidentielle aujourd'hui, qui ne se sentaient pas totalement concernés par l'audit de ce fichier et qui n'ont pas totalement adhéré à cette volonté de pouvoir auditer le fichier, ils se rendent compte aujourd'hui qu'en réalité, le cadre de concertation a bien raison de demander à ce qu'on puisse auditer ce fichier, puisque les résultats sont là. Et vous allez constater que vers la fin, lorsqu'on aura les détails, de façon exhaustive par exemple, toutes les recommandations qui ont été données, toutes les insuffisances qui sont contenues dans le fichier, on leur trouvera encore plus raison. C'est pour dire en réalité que nul n'est détenteur de la science infuse, et que lorsqu'il s'agit d'un outil qui va servir à toute la classe politique, qui va servir à toute la population,
il est important pour chacun quand même de pouvoir jouer son rôle d'éveilleur de conscience, d'accord, de pouvoir soulever quelques coins de voile pour pouvoir permettre de pouvoir corriger un certain nombre de choses. Et donc, c'est louable aujourd'hui. L'autre aspect, par exemple, lorsque l'on parle, par exemple, du cas des décès, par exemple, qui vont encore rester au niveau du fichier électoral, je ne veux pas parler seulement que de ces cas, je vais parler également du cas des étrangers également, qui également, il va falloir quand même, les cas de nationalité également, qu'il va falloir mettre de côté. C'est que, c'est vrai, lorsque vous devez aller voter, vous aurez votre pièce et que c'est ça que vous allez présenter. Mais néanmoins, si le travail d'appurement n'a pas été fait, c'est qu'au niveau du suffrage exprimé, il y aura décalage. Parce qu'au niveau du suffrage exprimé, on va mettre ces morts-là dans la liste en les considérant comme des électeurs en réalité, alors qu'ils ne sont plus des électeurs parce qu'ils ne vivent plus. Donc je viens à un bureau de vote par exemple, on dit 100 personnes qui doivent voter normalement, 50 sont venus voter, mais en réalité ce n'est pas 100 personnes, puisque parmi peut-être ces 100 personnes, 10 sont déjà décédés. Et donc, statistiquement, ça pose un problème. Et donc, ça fait partie quand même de ces quelques insuffisances liées également à ceux qui ont perdu la nationalité, à ceux qui ont la nationalité, par exemple, qu'il faut compléter à cette liste-là, et à ces étrangers-là, qui sont tous dans le système d'état civil béninois. N'oubliez pas que l'ANIP fait également des cartes pour les étrangers. Et donc, il va falloir catégoriser tout cela pour que tous ces noms, en réalité, ne soient pas reversés au niveau du fichier électoral. Et donc, ça fait également un travail de fond. Peut-être que l'ANIP. Il faut remarquer également que toutes ces recommandations, les experts l'ont dit, il y a déjà des recommandations qui ont commencé déjà par être résolues par le service technique de l'ANIP. Et donc, il y a ces quelques insuffisances que peut-être les travailleurs de l'ANIP, les spécialistes de l'ANIP n'ont pas pu constater, mais par le travail de ces experts, on a pu comprendre en réalité, parce qu'il faut dire que ces experts ont fait également, ont parcouru également un peu partout l'étendue du territoire national. Ils ont rencontré des populations, ils ont pris en tout cas des griefs que quelques-uns ont relevés, et donc ça leur a permis de faire un travail aujourd'hui qu'on peut recommander, qui est louable et qui va nous permettre aujourd'hui, pour que demain, on ne puisse pas revenir encore sur ces genres de débats et qu'on puisse quand même prendre en compte ces recommandations, les mettre en pratique, les mettre en considération pour que tout le monde, que tu sois acteur politique de la mouvance ou que de l'opposition, que tu t'entendes, on soit tous unanimes sur le fait qu'on a un fichier électoral qui est vraiment toiletté, qui puisse permettre à tous les citoyens alors de se mobiliser pour aller voter librement. Donc ça revient également à chaque acteur politique de pouvoir faire cette communication-là au sein de leur base pour que les populations soient également au même niveau d'information pour comprendre en réalité le bien fondé de tout ce qui sera fait. Parce que ça ne servira à rien d'avoir peut-être environ quelques 6 millions de votants ou de population en âge de voter et que finalement lors des élections, on voit peut-être ces 2 millions qui viennent voter, ça pose un véritable problème lié quand même aux élections qui étaient toujours des moments de fête, des moments en tout cas, de pouvoir exprimer en tout cas son appartenance à tel ou tel bord, où aujourd'hui ça a perdu un peu tout l'enthousiasme que cela devait. Et donc, il revient à chaque acteur politique de rassurer, d'accord, les électeurs pour leur dire tout est fait, tout est bien fait pour que vous puissiez quand même participer de façon démocratique aux élections. Alors, intéressons-nous à présent au propos du chef de l'État. Aucune loi ne peut tout prévoir. C'est une affirmation qui s'inscrit dans le cadre de ces échanges avec les jeunes béninois reçus au palais de la Marine. En tant qu'analyste politique, quelle lecture juridique, voire politique, peut-on faire de cette Moi, je dirais tout simplement que c'est une vérité de la palisse, c'est tout simplement une vérité qui est de l'ordre même de ce que nous sommes, de l'ordre de la nature humaine. Un peu comme le fichier électoral, nous sommes des humains, c'est notre nature de mourir, de grandir, et donc tout ça a des conséquences également donc, sur ce fichier-là, de sorte que à la fin, même dans les pays les plus industrialisés, dans les pays les plus démocratiques, si vous voulez, ce fichier-là aura toujours ce souci-là de gens qui sont morts, de gens qui ont 18 ans, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais par contre, ce que le chef de l'État dit, mais ça aussi c'est une vérité.
C'est une vérité. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. On ne peut pas dire, ah, ce que je viens de faire là, c'est parfait, il n'y a rien à redire dessus. Moi, par exemple, ce que je dis sur ce plateau, même quelquefois, moi, je vais me réécouter, et puis je me dis, ah, attention, j'ai oublié de dire telle chose, j'aurais pu dire telle chose pour mieux argumenter, pour mieux, donc, et faire de sorte que les gens puissent mieux comprendre ma logique. Je pense que c'est ça. Mais ce que nous devons faire, c'est de tout faire pour qu'il y ait consensus. Dès l'instant où il y a consensus, moi, je pense qu'il n'y a plus de problème. Quand il y a consensus, même le taux de participation, par exemple, dont parlait Marc tout à l'heure, ça aussi, ça venait quelquefois du fait qu'il n'y a pas consensus entre les hommes politiques. On sait au Bénin, à un moment, que le propos s'est durci sur le plan politique. On ne s'entendait plus. Au moment où certains disaient, allons voter, d'autres disaient, non, n'y allez pas, ne partez pas. Donc, tout ça aussi joue sur le taux de participation. Il n'y a pas que, donc, la crédibilité, peut-être, je vais dire, des instruments qu'on utilise pour aller voter qui font que les gens ne participent pas. Il y a aussi le fait que, quelquefois, les politiques aussi ne s'entendent pas. Et comme le Bénin, on le sait, on est divisé en deux, hein, vous savez. Il y a des gens qui sont peut-être de la mouvance et d'autres qui sont de l'opposition. Et donc, à chaque fois, donc, tous ces éléments-là. Donc, le travail peut-être aussi que nous devons avoir en tant qu'éveilleurs de conscience aussi, c'est de rassurer peut-être aussi les politiques. Et leur dire, non mais écoutez, au départ, il y a certains peut-être qui ne voulaient pas de telle ou telle loi, mais aujourd'hui, on a pu mettre ces lois-là en place. C'est pour faire évoluer la société, c'est pour faire changer les choses. Ok, tout n'est pas parfait, mais comment est-ce qu'on fait? Je prends par exemple l'exemple du code électoral. Le code électoral, aujourd'hui, il est bien compliqué de pouvoir y toucher. On en a parlé hier, excusez-moi peut-être de revenir. Il est bien compliqué de pouvoir y toucher pour plusieurs raisons. Par exemple, si on prend, comment on appelle les traditions, on va dire, de la CEDEAO, de toutes ces organisations auxquelles nous avons adhéré librement, aujourd'hui, on n'a plus le droit d'y toucher. Ça, c'est déjà un premier pas. Et même si on veut y toucher, il faudrait qu'il y ait consensus. Mais ce consensus n'arrive pas à se faire parce que du côté de la mouvance, ils n'en veulent pas. C'est le premier même qui n'en veut pas. Le premier élément de la mouvance présidentielle, c'est ça. Le président lui-même, il dit non, ce code-là, c'est lui sa trouvaille, on va avec. Il n'y a pas plus tard que la semaine dernière encore, on était à une conférence de presse, ils ont dit non, on n'y touche pas, on va d'abord, on finit de faire et ce n'est qu'après ça qu'on va voir si, voilà, selon les résultats qu'on aura. Voilà, c'est ce qu'eux ont trouvé. Moi, je pense que à partir de cet instant, c'est de se conformer, de rester légaliste et d'aller jusqu'au bout donc, du processus. Et après ça, la population même jugera et décidera. Parce que c'est le peuple aussi qui a le dernier mot. On a l'habitude de le dire sur ce plateau. Donc, aucune loi n'est parfaite, ou bien je ne sais pas quelle est l'expression exacte, aucune loi n'est parfaite. Aucune loi ne peut tout prévoir. Voilà, aucune loi ne peut tout prévoir. Moi, je pense que c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. C'est vrai que quand c'est dit ainsi, d'autres tout de suite peuvent... Ça peut donner à certains, c'est-à-dire les détracteurs du pouvoir, je veux dire, le reflet que non, c'est parce que le chef même, ils ont voulu mettre des choses dedans pour pouvoir donc tripatuer les choses, et pour pouvoir donc essayer de se maintenir au pouvoir, ou bien pour pouvoir donc que ce soit le dauphin qui passe, c'est à cause de ça. Non, ça peut donner ce reflet-là, mais au-delà de tout ça, moi je pense que c'est plutôt une vérité. Rien n'est parfait dans tout ce que l'individu fait, et donc à partir de cet instant, quand quelqu'un est en responsabilité et qu'il pose des actes, je pense que le minimum qu'on puisse lui accorder, c'est un peu de confiance, un peu de crédibilité pour qu'il aille jusqu'au bout. Parce que lorsque vous aussi, vous serez là un jour, vous serez dans le même cas. Et vous allez dire que non, j'ai essayé ce que j'ai pu. Ne me dites pas. Et les gens vont toujours dire, voilà, ce que vous faites n'est pas bon, il y a ci, il y a ça. Donc, c'est comme ça la politique. On critiquera, que ceux qui sont critiqués acceptent d'être critiqués et ceux aussi qui ont le droit de critiquer et aient un peu de lucidité et savoir que autant qu'ils aiment le Bénin, les autres aussi l'aiment également. Donc, essayons quand même de pouvoir comprendre que rien n'est parfait. Moi, je ne défends personne, mais je défends la paix, je défends le consensus. Essayons d'aller de manière consensuelle vers ces échéances-là que nous attendons. Marc Goudiano. Oui, tout n'est pas parfait. Aucune loi ne peut être tout prévoir. Ne peut tout prévoir. Voilà. C'est vrai, parce que si les lois prévoyaient tout, on n'aurait pas de jurisprudence. C'est parce que la loi ne prévoit pas tout que la jurisprudence existe. Et donc,
je pense que ça rentre dans une logique où il faille quand même relever que non seulement au niveau des lois qui sont mises en place, mais partant même du fait que nous soyons humains et que ce sont des travaux qui sont faits de façon technique pour pouvoir régler un certain nombre de problèmes, et qu'on sait que même si on met des lois en place, il y a parfois ces lois ne cadrent pas totalement avec la réalité. Et j'en reviens pour preuve à la loi sur l'obtention des 20% pour les partis politiques. C'est prévu dans la loi, mais depuis un certain temps, pour tous les acteurs, pour tous ceux qui mènent le débat politique, et pour tout observateur politique, on sait que c'est difficile pour les partis politiques de pouvoir les obtenir dans les circonscriptions électorales. Et donc, ça fait partie d'une grande insuffisance liée à cette loi-là. Parce que dans la réalité, quel parti a pu l'obtenir même lors des élections passées? On n'en a pas. Et donc, on sait que pour les élections législatives à venir, ce serait difficile, d'accord, pour un parti politique, pour une liste électorale, de pouvoir quand même avoir ces 20%-là par circonscription. C'est là où, dans les clauses également de cette loi, il est prévu que les partis fassent accord de gouvernance pour pouvoir quand même, si chacun arrivait à réunir 10% de part et d'autre, il pourrait quand même combler ce vide-là. Et tous les acteurs ont pu observer que la logique dans laquelle les législateurs étaient restés en rédigeant cette loi était beaucoup plus confortant pour les partis de la mouvance, en réalité, c'est-à-dire le BR et l'UP, le Renouveau, parce qu'on sait déjà qu'entre ces partis, il y a des accords de gouvernance qui existent. Et donc, ce serait beaucoup plus facile pour ces partis-là, lorsqu'ils seraient dans l'insuffisance de pouvoir réunir ces 20%, de pouvoir, par partir de ces accords-là, réunir 10%, si chacun réunissait 10% de son côté, combler ce vide-là. Ou bien même réunissait plus de 10%. Je donne 10% pour le minimum qu'il faut avoir. Mais au niveau des autres partis, c'est que ça pose de problèmes. Puisque au niveau des partis de l'opposition, lorsque nous prenons seulement la représentation au niveau de l'Assemblée nationale, ils sont minoritaires. Et on sait que les autres sont majoritaires, pris ensemble. Et donc, si déjà dans l'esprit de la loi, en faisant cette loi-là, on met déjà ces dispositions, ça donne déjà une présomption à ce qu'on veut déjà limiter, d'accord, certains partis politiques, en l'occurrence ceux de l'opposition. Et c'est pour cela que ça avait suscité le débat entre-temps. Et Dieu merci, c'est revenu. Le chef de l'État en est vraiment conscient. C'est pour ça qu'il est revenu dessus lorsqu'il s'est échangé avec les jeunes. Pour aborder la question, c'est lui qui l'a dit. C'est le chef de l'État qui l'a dit. Donc il est très bien conscient que sur ce niveau-là, il y a des insuffisances. Et il dit que c'est possible de corriger parce qu'il y a des instances qui sont là lorsque la loi ne va pas pouvoir régler ce problème. Parce que rien ne dit également que même avec accord de gouvernance, les partis de la mouvance vont pouvoir obtenir ces 20% par circonscription électorale. Donc il se peut qu'à la fin, qu'on se trouve quand même limité où on n'arrivera pas à trouver... Justement, n'est-ce pas pour justifier Exactement. Des décisions unilatérales prises? Exactement, c'est pour pouvoir justifier qu'il dit qu'aucune loi n'est parfaite. Parce qu'il sait qu'il peut arriver même que ces partis qui sont de la mouvance présidentielle puissent se trouver au dos au mur par rapport à cette disposition. Et donc, il a dit qu'il y a des instances, il y a des institutions qui sont prévues alors pour pouvoir régler ces problèmes lorsque ça arrivera. En l'occurrence, la Cour constitutionnelle, qui est habilitée à régler ce genre de problèmes, puisque la crainte de la plupart des acteurs politiques et des Béninois, c'est quoi? Si on n'arrivait pas à trouver, à réunir les pourcentages requis pour pouvoir le faire, qu'est-ce qui arrivera? Est-ce qu'on va se trouver dos au mur, on serait bloqué, le processus électoral sera bloqué? Et effectivement, lorsqu'on s'en tient aux dispositions de la loi, ça veut dire que qu'est-ce qu'il arrivera? Qu'est-ce qu'on fera? Et donc, pour pouvoir quand même clarifier la situation, le chef de l'État, lui-même en étant conscient du problème, a dit, c'est vrai qu'aucune loi n'est parfaite, mais au moment venu, il y a la Cour constitutionnelle qui est là et qui trouvera une jurisprudence
pour pouvoir régler ces problèmes-là. Mais là où moi je me pose la question, lorsque vous savez que en mettant cette loi en place, que cette loi comporte déjà des insuffisances au départ, et que même à partir des accords de gouvernance par parti, il peut arriver que les partis ne puissent pas réunir les 20% requis, alors pourquoi ne pas prévoir déjà la porte de sortie au niveau de la rédaction de la loi déjà, au lieu de laisser ainsi et laisser libre champ réellement à la Cour constitutionnelle de pouvoir régler le problème. Et si en voulant régler le problème, la Cour constitutionnelle crée un autre problème, ça c'est point d'interrogation. Parce qu'en voulant régler le problème, lorsque ça va se poser, il se peut que les résolutions de la Cour constitutionnelle, qui sont normalement sans recours, puissent fâcher les acteurs politiques. Parce que ça ne soit pas, c'est des humains également. C'est des humains. Et donc il se peut que la résolution qui donne par exemple puisse arranger peut-être un camp plus qu'un autre camp. Et donc c'est pour ça que je comprends déjà et j'aime déjà cette franchise du chef de l'État lorsqu'il est revenu sur cette question en disant qu'aucune loi ne peut tout prévoir. Parce que pris en l'État et pris le terrain politique en faisant fi aux statistiques, aux données liées par exemple aux élections, on se rend compte que ce serait très difficile pour pouvoir le faire. L'autre chose qu'on demande également à tous les acteurs politiques, que ce soit de la mouvance que de l'opposition, c'est de tout faire pour mouiller le maillot parce qu'ils sont conscients de cette disposition qui existe. Et donc, ils ne vont pas se targuer sur le fait également qu'ils sont ignorants et qu'ils savent que cette disposition a des limites. C'est pas ça qui va les empêcher de mouiller le maillot et de tout faire pour pouvoir satisfaire aux dispositions-là par circonscription électorale. Et donc, il revient à chaque acteur politique, lorsque vous voulez conquérir l'Assemblée, que vous voulez conquérir les instances de pouvoir, il faut quand même à vous-même de mettre un plan de travail en œuvre pour pouvoir le faire, pour pouvoir quand même avoir le résultat que vous voulez. Et c'est pareil également au niveau de la mouvance, parce que même au niveau de la mouvance, rien ne dit qu'ils vont pouvoir obtenir les 20% dont il est question par circonscription électorale. Le dernier sujet pour boucler, l'analyse de ce jour. Une poissonnerie vidée des poulets avariés à Abomey-Calavi. J'aurais quand même aimé pouvoir dire que je suis plutôt d'accord avec la dernière partie des propos de Marc, où il dit que tout le monde doit pouvoir mouiller le maillot. Parce qu'il y a une chose qui est plutôt sûre, c'est que c'est, comment on appelle, comment on dit, il va falloir gagner les élections pour prétendre pouvoir changer quoi que ce soit. Nous sommes en République, et ça, tout le monde le sait. Les règles de la République, on la connaît. On est d'accord? Et pour tout acteur politique qui est légaliste, qui sait que, je veux la paix pour mon pays, quand la Cour constitutionnelle a fini de décider, on se calme, on se tait, on se conforme à cette décision-là et on se remet en ordre de bataille pour pouvoir gagner finalement les élections. Pour ceux qui n'auront pas gagné, que ce soit de la mouvance ou bien de comment on appelle, de l'opposition. Moi, je le dis tout simplement parce que il est clair que cette loi-là a des insuffisances. Dieu soit loué, le chef de l'État lui-même dit, oui, il se peut qu'il y ait des insuffisances, mais la Cour est là pour ça. Et c'est ça le rôle de la Cour aussi, il faut pouvoir le reconnaître. C'est vrai que lorsqu'on rentre dans les détails, certaines personnes aussi ont raison de dire que non, la Cour va légiférer, changer finalement, mais la Cour est là pour ça aussi. Et c'est pour ça qu'on les appelle des sages. C'est des personnes aussi qui sont habilitées à pouvoir décider et faire avancer le pays lorsqu'il y a blocage. Et ce n'est pas qu'au Bénin que ça se fait. Même dans les plus grands pays du monde, ça se fait. Les cours constitutionnels prennent des décisions, les plus hautes juridictions prennent des décisions et on se conforme à cela. Voilà ce que moi je voudrais ajouter. Soyons légalistes jusqu'au bout. Permettons à ce pays-là d'évoluer. Dans tous les cas, on ne peut plus rien changer pour le moment. Si on s'en tient aux institutions internationales auxquelles on a adhéré, et si on s'en tient à ceux qui ont la majorité aujourd'hui, nous sommes en République, c'est comme ça, nous sommes en démocratie. Ceux qui ont la majorité aujourd'hui disent qu'eux ne veulent pas changer. Donc, on se conforme, on va mouiller le maillot, comme Marc l'a dit, et on gagne les élections et on change tout. La poissonnerie... Vous aimez trop la politique, allez-y. On va parler d'un sujet qui intéresse la société. La poissonnerie, je vais dire un mot par rapport à la poissonnerie. Moi, je pense que on est là dans un truc qu'on a l'habitude de dénoncer tout le temps ici. Moi, j'ai toujours dit que ces poissonneries-là, et je me souviens, on m'avait attaqué par rapport à ça. J'ai toujours dit, ces gens-là, on doit pouvoir aller les contrôler, leur chambre froide tout le temps, mais les contrôler. Moi, je vous dis, une fois, j'achète du poisson
et j'en donne à mes enfants. Enfin, je ne peux pas ne pas acheter du poisson et ne pas donner à mes enfants à la maison. Quand j'achète quelque chose à la poissonnerie, c'est pour que ma famille mange. Mais les enfants, ils sont plus fragiles que nous autres. Et on se rend compte que ce poisson-là, finalement, a rendu l'enfant malade. Parce que je ne sais pas comment est-ce qu'ils font. Même quand c'est avarié, on n'arrive plus à sentir même l'odeur de comment on appelle, de putréfaction que normalement, quelque chose qui est en train de pourrir doit pouvoir donc dégager. On ne sent même plus cette odeur-là. Qu'est-ce qu'ils y mettent? On ne sait pas. Donc, tu achètes ce poisson, tu arrives à la maison. Bon, c'est un peu bizarre. Bon, peut-être que... Et puis on mange. Et finalement, tu te rends compte que les enfants ont des indigestions, ils tombent malades, on est obligé d'aller dépenser de l'argent. Et depuis ce temps, j'ai toujours dit, allez vérifier. Il faut qu'on vérifie. Déjà, même que ces produits-là qu'on nous amène pour qu'on bouffe déjà, là... Est-ce qu'il y a un circuit de traçabilité? Quel circuit? On sait comment ces choses-là sont élevées. Ils sont bombardés d'antibiotiques à longueur de journée. On sait d'où ça provient et on sait comment ils les élèvent. Il y a certains problème sanitaire. C'est un véritable problème de santé publique que les autorités doivent prendre à bras le corps. Parce que nous sommes en train... Enfin, la population béninoise augmente. Et à chaque fois, on a recours à comment on appelle, à ces poissonneries-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est moins cher. C'est élevé avec des antibiotiques pour que les gars là-bas, ils aient moins de pètes. Donc... Toutes ces antibiotiques aussi que nous consommons, on sait les conséquences également. Rapprochez-vous des spécialistes, ils vous diront, finalement, quand certaines personnes tombent malades et qu'ils ont besoin d'antibiotiques, ces antibiotiques-là ne sont plus efficaces parce qu'on a passé tout notre temps à bouffer du n'importe quoi, de la malbouffe. Maintenant, le bio, ou bien, je ne sais pas moi, le traditionnel, le poulet bicyclette que les gens vendent aussi, c'est un peu plus cher que ça. Donc, ce qui fait que pour le moins cher, tout le monde se rue vers ça. C'est déjà bien qu'on arrive à punir déjà ceux qui ont, dans la commune d'Abomey-Calavi, ceux qui ont ces poulets avariés. C'est déjà bien qu'on les punisse. Mais il ne faut pas s'arrêter à cela. Ils sont pleins là comme ça. Il suffit seulement même quelquefois que les gens qui sont chargés de vérifier ces choses-là se rapprochent tout simplement des populations aux alentours des poissonneries. Dites-le, comment est-ce que vous trouvez ça? Les gens vous diront même, oh, ici, là, des fois, il y a des odeurs qui sortent de là-bas. C'est bon d'aller vérifier, je vous assure. Il y a des gens vous le diront. Des gens vous le diront. Et donc, c'est un problème qu'il faut prendre à bras le corps. Et l'autre chose aussi que le gouvernement doit pouvoir faire aussi, que nos autorités doivent pouvoir faire, c'est d'appuyer aussi les producteurs locaux. Parce que si c'est local, la traçabilité est beaucoup plus facile à faire. C'est beaucoup plus facile d'intimer l'ordre aux gens de bien conserver les aliments, de bien conserver, de bien traiter également les animaux et de les traiter de sorte à ce que lorsque nous, les consommateurs, on va donc en manger, on ne soit pas exposé à d'autres risques. Donc, moi je pense que si on peut développer le local, ça serait très bien. Mais là aussi, c'est très compliqué. Imaginez ce gouvernement-là vouloir développer le local. Vous allez voir, tous les lobbies qui sont derrière, tous les grands bonnets qui sont derrière, tout de suite vont crier au scandale et les politiques vont relayer. Oui, ils veulent encore faire ci. Donc, c'est compliqué de toucher aux choses dans le pays. Dès qu'ils vont même vouloir refaire, ils seront capables, les gens seront capables même d'interpréter et de dire non, c'est parce qu'il a un cousin qui est en train de créer une grande poissonnerie quelque part. Donc, c'est un peu compliqué. Il va falloir qu'on se regarde vraiment en face et qu'on puisse se dire c'est le Bénin qui compte en premier. Excusez-moi de revenir à la politique, c'est réel. On a ce problème-là. Le Bénin en premier. Une fois que tu mets le Bénin en premier, toutes les autres considérations deviennent complètement minimes. Parce que tu sais que le Bénin, tu le laisseras, tu partiras toi-même, tôt ou tard, parce que c'est dans l'ordre normal des choses. La mort fait partie de la vie. On vit, on est, on fait des enfants, on laisse ces enfants-là poursuivre le chemin, et nous on vieillit, et puis on part. On espère. C'est pas tout le monde qui fait des enfants. Bon, tout le monde peut-être ne fait pas des enfants, mais dans l'ordre normal, dans la logique, tout le monde fait des enfants. Ça, c'est ce qui est établi par la nature ou bien par Dieu, si vous voulez. Donc moi j'aurais aimé qu'on punisse un peu plus les gens, qu'on fasse un peu plus comment on appelle, de contrôle au niveau donc des poissonneries. Les poissonneries, je me souviens, j'ai attaqué les poissonneries ici une fois. On m'a dit non, laissez. C'est pas ça. Il faut pouvoir aller jusqu'au bout et savoir que notre santé, c'est le principal. C'est le principal. Déjà, même ces poulets-là, je le dis et je le répète, c'est bombardé d'antibiotiques, de produits bizarres.
On voit quelquefois sur les réseaux sociaux, les gens arrivent même jusqu'à le poulet déjà tué, dépecé, tout. On injecte encore des bizarreries dedans pour que ce soit bien propre. Pour que quand toi tu vois, tu dis, ah, c'est bien dodu, hein, ça là, c'est ce que je vais prendre. C'est bien, oui, c'est ça. Mais surtout vous les femmes, quand on vous donne le pétrole, on dit, non, ça, non, quoi. Et donne-moi l'autre. Donc c'est le gros là qu'on cherche. Même quand on va au supermarché, tu choisis, madame te dit, toi aussi, regarde, celui-là est encore plus en forme, prends, c'est le même prix, prends celui-là. Donc, peut-être que c'est celui qui est bombardé. À qu'on a injecté tout ça de produits qui est devenu costaud et c'est ça que vous prenez par là à la maison. Non, il faut qu'on fasse un travail de contrôle. Toutes les agences qui sont concernées par ce souci-là doivent se mettre donc au travail, contrôler mieux les poissonneries. Je le dis et je le répète, il y a des jeunes qui font du poulet bio, du poulet Goliath, qui est une référence en Afrique. Et c'est le Bénin, vous savez ça? C'est le Bénin. Dans ma zone, on appelle ça poulet agricole. Je ne sais pas comment on appelle ça chez vous. Mais c'est les Béninois qui ont inventé ce truc-là. Et depuis ce temps, toute l'Afrique est en train de prendre le pli par rapport à ça. Et ce croisement-là de poulets qui donne finalement des poulets, mais bien costauds, les Goliaths, les Béninois en sont experts aujourd'hui. Et il y a des jeunes qui sont experts de ça. J'en connais un certain Madougou, mais qui est extrêmement très bon dans ce milieu-là, qui fait des commandes un peu partout. Donc, moi, je dis, si on s'intéresse à ces jeunes-là, de manière très honnête, très sérieuse, honnête, je sais pourquoi j'ajoute le mot honnête, de manière très honnête et très sérieuse, on peut changer la donne. On peut éviter d'envoyer chez nous ces produits bizarres. Voilà, j'ai été un peu long. Marc Goudianou, voilà, qui pose un problème de santé publique et au-delà, un problème de conservation, un problème de qualité. Non, moi je vais tirer à boulet rouge sur les gouvernants. C'est leur faute. C'est leur faute. D'abord, c'est parce que l'odeur a commencé par sortir qu'on est allé, que la population ça veut dire que imaginez que ces produits déjà avariants ont déjà été vendus à plusieurs personnes d'abord. Mais lorsque j'accuse les dirigeants, je passe par le fait que, n'oubliez pas que récemment, le gouvernement avait promis la suppression de l'importation des produits congelés, surtout le poulet. Récemment. Et on devait mettre cette disposition en œuvre, mais à un moment donné, ils ont encore suspendu. Mais la production, peut-être la production locale... On a encore suspendu. Pourquoi? Il faut d'abord commencer. Il faut essayer. Justement, commençons la production locale. La production a commencé depuis. Toute la population. Car je vous assure, non, est-ce que c'est en quantité suffisante? C'est en quantité, je vous assure tout. Depuis que le gouvernement a annoncé cette décision, plusieurs opérateurs dans le domaine ont installé des usines pour pouvoir faire la production de poulet. Moi, j'ai suivi plusieurs reportages faits par Tanguy Agoyi sur Canal 3, où il a sillonné plusieurs agriculteurs, où on a vu que les gens ont pris beaucoup de dispositions, on crée un peu partout, hein, dans l'OME, un peu dans le zoo, un peu partout. Suffit. Tant qu'on milliers de Béninois ne dites pas, n'encouragez pas ça. Non, je n'encourage pas, c'est tant qu'on n'expérimente pas. J'estime qu'il faut une production quand même en quantité. Oui, mais est-ce que vous avez des données qui vous disent que ça ne va pas suffire? Justement, c'est pour ça que c'est pourquoi je dis que quand on met la mesure en place, ce n'est pas à nous de pouvoir faire cette évaluation. Ça revient aux professionnels, aux techniciens de ces différents ministères sectoriels de pouvoir faire l'évaluation. Parce que avant que ces usines ne soient mises en place, ils ont des autorisations. Le ministère de l'Agriculture sait ceux qui en ont. Et savent si ça doit suffire ou pas. Et mettre à disposition, même si ça ne devait pas suffire. Je vous donne un exemple très simple, où vous dites ça ne va pas suffire. C'est un faux problème. Allez dans les marchés. Les bonnes vannes ne vendent pas des poulets qui sont en vie. Oui, dans nos marchés. Oui. À quel prix? Lorsque vous allez acheter, par exemple, au Ouma, les poulets, 2500, 3000. 2000. D'accord, 2000 parfois. Oui, y en a. Qui sont des poulets frais. Ouais. Et que vous achetez, ils vous font ça même là, 100 francs. Pour déplumer. J'en achète régulièrement. Il y a des gens qui vont acheter dans nos localités là-bas et venir. Et donc le problème d'insuffisance, c'est un faux problème. Ça veut dire que, mais chaque jour, vous envoyez dans les marchés. Où c'est là où on peut aller s'approvisionner. Donc ça veut dire qu'au niveau même des producteurs, par exemple, il y en a suffisamment qui peuvent mettre à disposition. Pourquoi le gouvernement a suspendu? J'en reviens à ce coin de voile qu'a levé Oumar récemment, tout de suite. C'est parce que les acteurs politiques et autres là sont derrière, parce que ça leur apporte de l'argent, parce qu'ils sont dans ce commerce-là, ils ne veulent pas qu'on mette fin à ça.
Et c'est ça qui a conduit à ce qu'on suspende la décision. Aujourd'hui, par exemple, ça c'est juste un cas. Hein. Il y en a pas milliers dans d'autres zones, surtout dans les zones reculées. Parce que qu'est-ce qui se fait? Le fait de congeler, de décongeler, de congeler, de décongeler, ça rend malade. Bien sûr. Forcément. Ça rend malade. Et la majeure des poissonneries qu'on a au Bénin, c'est ce qu'ils font. Ils décongèlent la nuit. Je suis la nuit, ils branchent. Dans la journée, ils décongèlent. Oui, voilà. Et peut-être va voir à quel degré c'est venu déjà avant qu'il ne branche la nuit. Alors qu'il faut des chambres froides, en réalité. Des chambres froides. Seuls les grossistes au Bénin ont des chambres froides. Et donc ça pose réellement un problème. Maintenant, au niveau des gouvernements, mis à part l'importation, c'est qu'il faut limiter l'importation de ces produits congelés. Il faut limiter. Je suis d'accord avec le mot limiter, mais voilà, il faut limiter. Arrêter complètement, ça voilà. c'est compliqué. Non, maintenant, ils ont dit, ce n'est pas pour tous les produits, il avait dit. Non, c'était uniquement pour les poulets. Ce n'était pas pour tous les produits, non. Ce n'est pas pour tous les produits. Et donc, il faut limiter. De deux, il faut des contrôles très réguliers. Surtout pour les grossistes et les semi-grossistes. Mais généralement, c'est ça, ça doit être des contrôles inopinés. Lorsqu'on voit, les agents de l'hygiène parcourir les maisons et autres, parcourir les zones. Beaucoup d'ONG font ce travail. Et encore, aller voir par les lignes de corruption qui existent également. Lorsqu'ils viennent, ils ont des connaissances, on vient vers toi tel jour, telle heure, ils se préparent pour être en règle. Pour toutes les autres questions liées à la chose, Omar en a suffisamment parlé et donc j'attends impatiemment mon horoscope. Il est déjà ici. Moi, je suis plutôt d'accord avec vous sur un point. On ne peut pas tout suspendre du jour au lendemain. C'est compliqué. Forcément, on connaît les conséquences. Oui, on ne peut pas tout suspendre du jour au lendemain. Il faut sévir dans le contrôle, être plus rigoureux dans le contrôle. Moi, je suis pour la rigueur. Pour faire changer les choses au Bénin, on l'a compris finalement qu'il faut un peu de rigueur. Quelqu'un qui sait manier très bien le bâton et très peu la carotte. Non, je pense que quand ils ont annoncé la décision, ils ont donné presque un an d'abord, avant la suspension. On sait le tollé que ça avait créé aussi. Et donc, c'est certainement qu'ils ont rétrogradé par rapport à ça. Et donc, c'est là où nous devons en arriver. Mais avant d'en arriver là, c'est vrai qu'il ne faut pas tout de suite obliger les Béninois à manger du poisson, rien que du poisson, permettre qu'on continue de manger.